Alors pendant la campagne électorale, Donald Trump a beaucoup fustigé le multilatéralisme, sans forcément utiliser ces termes, mais en disant qu'il voulait remettre l'Amérique d'abord, America First, rendre sa grandeur à l'Amérique avec le slogan qui a scandé toute la campagne « Make America Great Again », et laissant entendre qu'il allait remettre en cause un certain nombre d'accords multilatéraux, notamment l'ALENA, éventuellement sortir de l'OTAN, revenir sur des accords commerciaux avec l'Asie et l'Europe. Et puis petit à petit, on se rend compte que les choses sont plus compliquées une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Le multilatéralisme, c'est un défi pour lui parce que d'une part, ça veut dire un leadership partagé avec d'autres puissances mondiales. Ça veut dire aussi du consensus, du compromis, ce dont il n'a pas forcément l'habitude. Ça veut dire se mettre un petit peu en retrait lui-même. Et puis c'est aussi, je crois, un défi sur le terrain identitaire parce que l'identité américaine, blanche, patriarcale, nostalgique, c'est un peu une obsession, c'est même vraiment une obsession pour Trump. Et donc partager la vedette, partager les débats avec d'autres pays et d'autres cultures, c'est aussi peut-être remettre en cause cette obsession identitaire-là. Donc ça fait un défi multiple pour lui. C'est une question qui peut prêter à sourire, mais qui est évidemment tout à fait sérieuse et à laquelle il est difficile de répondre. Évidemment, Trump n'est ni un réaliste à la manière d'un George Bush père, ou ni néoconservateur à la manière d'un George Bush fils, ou réaliste aussi comme pouvait l'être l'Obama dans le pragmatisme. Je pense que Trump n'a pas de conviction personnelle en termes de politique étrangère, n'a pas d'idéologie propre, et qu'il varie au gré des personnes qu'il rencontre. C'est un peu la théorie du dernier qui a parlé qui a raison avec lui. Par exemple, sur la question de la Syrie, il avait écouté dans un certain temps ses conseillers les plus proches comme Bannon ou Mnuchin ou Jeff Sessions à la justice, qui sont très identitaires, isolationnistes, nationalistes, et qui étaient plutôt pour une mise en retrait des États-Unis dans ce conflit-là. Et puis le remplacement de Flynn par McMaster à la sécurité nationale, le fait que le général Mattis aussi soit quand même très influent au Pentagone, fait que la ligne qu'on pourrait appeler la ligne des généraux a pris un petit peu plus le pas, et c'est eux qui ont eu l'oreille de Trump. Et donc d'où l'intervention, le bombardement de l'usine en Syrie suite à l'attaque chimique de la population par Assad. Donc c'est un peu au jour le jour, c'est un peu une logique court-termiste, et je me demande s'il n'y a pas une réflexion à avoir, en tout cas c'est mon hypothèse qu'il faut que je creuse, sur l'idée que finalement la doctrine de Trump, c'est du court-termisme. Il faut s'y habituer, à chaque jour, chaque semaine, une nouvelle idée, une volte-face, mais ça peut être aussi quelque chose à théoriser, comme on a pu théoriser autrefois le néoconservatisme ou le réalisme. Trump vient en Europe pour une réunion de l'OTAN et pour une réunion du G7 également, en l'espace de quelques jours. Et donc c'est intéressant parce que je crois qu'il ne vient pas forcément en position de force. Les membres du G7 et le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, ont adressé une mise en garde pacifique, mais quand même une mise en garde à Trump ces derniers jours, en disant attention au protectionnisme, attention à la dérégulation financière, parce que ce sont des freins à la croissance économique, ce sont des freins à l'innovation, elles peuvent mettre en péril les normes et la loyauté internationale en matière économique. Et donc il n'arrive pas forcément, s'il a toujours en tête ces idées de protectionnisme et de dérégulation qu'il est largement en train de mettre en place aux États-Unis, il n'arrive pas forcément en position de force. Idem l'OTAN. Sur l'OTAN, il a changé plusieurs fois d'avis. Après avoir dit que l'OTAN était obsolète, il a discuté avec le secrétaire général de l'OTAN il y a quelques semaines, et finalement l'OTAN pour lui n'est plus du tout obsolète après avoir parlé avec lui. Donc les positions un peu fluctuantes de Trump le fragilisent. Il est fragilisé aussi par tous les scandales en politique intérieure aujourd'hui. Donc il a une crédibilité sur la scène internationale qui est quand même largement fragilisée. Il n'arrive pas, je crois, en Europe en position de force. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a déjà montré qu'il était prêt à agir, et notamment
en sortant du traité transpacifique, en lançant très prochainement les négociations pour, sinon remettre en cause, en tout cas renégocier les accords commerciaux de l'ALENA. Donc il faut être quand même très prudent par rapport à ces intentions. Et l'Europe a un certain nombre d'outils à sa disposition pour contrer les éventuelles velléités protectionnistes, isolationnistes de Trump en matière militaire ou économique, en jouant sur la continuité de la diplomatie américaine, parce qu'il y a une administration diplomatique qui est toujours à l'œuvre et qui n'a pas forcément pour intérêt qu'il y ait une rupture de la doctrine du précédent président, en misant aussi sur les relations économiques, sur le soft power d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'ordre de la politique politicienne ou de la politique au sommet de l'État, mais plus des choses du côté de la société civile et des relations finalement assez complexes qu'il y a entre les pays et les régions du monde au XXIe siècle.